Je vous avais dit que j'essaierais de lire des romans de la rentrée littéraire. Ben, je l'ai fait. Encore. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans la deuxième vidéo de ma mini-série sur la rentrée littéraire des éditeurs français. On se rappelle que j'avais fait du repérage il y a quelques semaines. Genre, du repérage, pour moi, là, ça veut dire prendre 100 livres sur 400 et lire d'autres livres que ça. Ouais, je m'énerve moi-même des fois. Mais quand même, on va voir le bon côté des choses. J'ai lu des romans de la rentrée littéraire. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Dans ma vidéo sur mon vlog lecture au chalet avec les copains, je parlais de Étreinte de Anne Michaels qui a été publiée aux éditions du Sous-sol et également de Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. Donc, je vous invite à aller voir ça. La semaine passée, ou il y a 2 semaines, je sais jamais dans quelle heure je vais publier les vidéos, j'ai parlé de 4 romans que j'ai lus au début de septembre. Il s'agit de Jacaranda de Gaël Faye, Ouri de Kamel Daoud, Jour de ressac de Mélisse de Kerangal et finalement La désinvolture est une bien belle chose de Philippe Jainada. Ici, je vous parle de 4 romans, ça devrait pas être une vidéo trop longue. On va espérer et on va y aller. On commence avec l'un de mes indispensables à chaque rentrée littéraire, c'est-à-dire le Amélie Nothomb nouveau. Moi, je suis fan d'Amélie. J'aime le personnage d'Amélie, celui qu'elle crée dans ses romans, parce qu'on a beaucoup d'autofiction dans tout ça. J'aime son côté fantasque, j'aime ses réflexions sur elle-même, j'aime son autodérision aussi. J'aime toujours ça, lire ses romans. Ils sont courts, ça se lit hyper vite, mais j'aime ça. Que voulez-vous? Surtout dans ces romans qui sont plus autobiographiques. Ceux qui partent des fois un peu plus loin, pas tout le temps. Mais ici, elle retourne au Japon. On se rappelle qu'elle y a passé plusieurs années de son enfance, qu'elle a essayé d'y retourner jeune adulte, puis ça n'avait pas marché, vraiment pas marché. Elle a d'ailleurs écrit Stupeur et tremblement pour nous raconter ça et je le recommande. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas allée au Japon. Elle hésite à retourner au Japon. Elle veut pas tant retourner au Japon. Mais son amie a gagné un voyage en plein pendant la pandémie et elle décide, c'est toi qui vas m'accompagner et tu vas me servir de guide au Japon. Tu connais ça, le Japon, t'as habité là. Sauf qu'Amélie étant Amélie, c'est pas si simple. Il y a des trucs qu'elle a vraiment cloisonnés et elle va visiter quelques villes, quelques endroits très touristiques du Japon avec son amie qui est pas toujours commode. On se rappelle, je vous ai cassé les oreilles avec ça. Je suis allée au Japon au mois d'avril. Je suis tombée amoureuse de ce pays et tous les endroits dont elle parle, je les ai vus en vrai. Donc pour moi, c'était revivre mon voyage. Est-ce que j'aurais autant aimé si ce n'était de ce voyage? Écoutez, je le sais pas. Parce que pour moi, là, c'est un bon 4 étoiles. J'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai aimé suivre Amélie Nothomb dans ce voyage-là. J'ai vécu avec elle ses retrouvailles et toute l'ambivalence du truc parce que elle se sent étrangère, ça n'a pas fonctionné. Elle aime ce pays d'amour, mais c'est pas si simple et c'est toute cette dualité-là qui m'a plu. Bref, j'ai aimé voir le Japon à travers ses yeux. C'est un pays dont elle doit faire le deuil de son Japon rêvé, mais pas tant parce qu'il existe, mais elle peut pas être là. C'est court, je vous le laisse lire. Si vous aimez les récits plus autobiographiques d'Amélie Nothomb, vous risquez d'aimer celui-ci. Est-ce que j'aurais aimé qu'elle me fasse visiter d'autres coins du Japon? Peut-être, mais elle est vraiment pas la meilleure guide en fait, là. Elle a des pensées qui sont très cloisonnées. Et moi, là, jamais, mais au grand jamais, je ne voyagerai avec son ami. Pour moi, c'est une vision personnelle de l'enfer, cette personne. Et je sais qu'elle existe, mais je m'excuse, là, mais... Oh mon Dieu, je l'aurais baffé. C'est simple, je l'aurais baffé. Prochain roman que j'étais certaine de lire, il s'agit de Dors ton sommeil de brute de Carole Martinez, qui est une autrice que j'aime d'amour. Elle a écrit Le cœur cousu, qui fait partie de mon top à vie, je pense. Non, je pense pas, j'en suis certaine. Et ici, elle nous emmène ailleurs, mais on sent que c'est elle quand même, avec toute sa partie un peu onirique, un peu réalisme magique. Par contre, l'atmosphère, là, on est à 100 km du cœur cousu. Le titre Dors ton sommeil de brute est tiré d'une citation de Baudelaire et le lien avec l'histoire, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le sommeil des enfants, dans les rêves des enfants. Je veux pas trop vous en dire, je veux vous laisser découvrir le truc et ça sera pas facile d'en parler, ça sera pas facile de parler des thèmes si je vous dis rien, mais moi j'étais contente de pas savoir, donc je vais essayer de parler un petit peu vaguement. Le personnage principal s'appelle Eva, c'est une femme qui a tout laissé derrière elle. Elle a pris sa fille Lucie, elle a fui son mari et elle est allée se cacher au bout du monde dans une petite cabane très isolée. Elle est là avec sa fille et une nuit, elle va se réveiller en hurlant. C'est un cri
perçant, ça va durer presque 2 minutes. Elle se dit « Oh mon Dieu, ma fille vit un truc pas facile, c'est normal, on est au bout du monde. » Sauf que ce qu'elle sait pas, c'est que tous les enfants de la planète, à cette heure précise de la nuit, vont se mettre à hurler pendant le même nombre de secondes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive aux rêves des enfants? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est la Terre qui essaie de communiquer avec eux? Et à partir de ça, ça va devenir très, très angoissant. Près de la petite cabane, il y a un homme qui habite là tout seul avec son chien. Il s'appelle Serge. Il a vécu l'horreur. Sa vie est très, très vide. C'est un peu le néant. Il est près de la nature. Il veut vraiment protéger les espèces endémiques. Et il va voir arriver Eva et sa fille. Et son univers va être un peu bouleversé pour tout plein de raisons qu'on va voir dans le livre. Bien entendu, suite aux cris, ça va pas s'arrêter là, ça prend de l'ampleur, c'est devenu le phénomène. Eva, elle écoute pas tant la radio parce qu'elle veut vivre dans sa petite bulle. Serge, oui, il sait un peu ce qui se passe, il est inquiet. Bref, ça devient très, très angoissant, c'est limite anxiogène par moment, et même si on voit certains trucs venir, moi, je suis vraiment restée dans le récit. Bon, oui, je suis restée dans le récit, par contre, j'avoue que j'ai eu peur à un moment donné. Je trouvais que ça devenait répétitif parce qu'il y a plusieurs événements qui se produisent. Puis je me disais, OK, j'espère qu'elle va pas profiter de chacun des rêves pour faire passer un de ses messages, puis que ça va pas devenir du martelage et du bon. OK, ça c'est pas gentil, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Je dis, non, ça aurait été trop facile. Pas tant en fait, oui mais non. Parce que ça part complètement ailleurs, ça passe, du moins ça a passé pour moi. Entendons-nous, là, c'est magnifiquement écrit. On a une plume qui est subtile, une plume qui est poétique. L'histoire se passe en Camargue. On voit surgir la Camargue de ces pages-là. Quand on a le père de la jeune fille qui voudrait la retrouver, ça fait peur. On le voit dans son petit appartement parisien. On le voit perdre un peu les pédales. On est dans un conte écologique, c'est plein d'onirisme. On est un peu dans le réalisme magique, mais pas tant. On est plus dans l'onirisme. On a une narration qui se balade du jeu au-dessus, dépendant des perspectives. On va rencontrer plein d'autres personnages qui essaient de comprendre ce qui se passe avec le fameux phénomène. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut pas? Il y a des gens qui essaient d'en profiter. Il y en a d'autres qui sont persuadés d'avoir compris. Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça à cause de cette écriture-là qui me transporte, à cause de sa finesse, de sa sensibilité, les rêves des enfants avec les différentes perspectives, leur façon de voir les choses. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. C'est une excellente lecture. On continue avec un roman que j'ai moins aimé cette fois et c'est Frapper l'épopée, c'est de Alice Zeniter et je n'avais jamais lu cette autrice-là, même si elle m'intriguait beaucoup. Là, vous vous demandez, est-ce que je vais la relire? Mais ça se pourrait parce que c'est une femme qui écrit bien. Par contre, j'ai pas adhéré au choix qu'elle a fait dans ce roman-là et je suis restée terriblement extérieure. Tu sais, en fait, j'ai l'impression qu'elle aurait dû écrire un essai. C'est hyper didactique au point qu'on perd le fil narratif et qu'on se fiche un peu des personnages. Du moins, moi, je me fichais un peu des personnages, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Donc, à vous de voir, mais je vous explique ma lecture à moi. On va donc rencontrer Tass. Tass est née en Nouvelle-Calédonie, elle est née sur le Caillou. Elle vient de se taper une rupture pas cool avec son conjoint qui était en métropole parce qu'ils ont comme réalisé à un moment donné que elle voulait revenir chez elle et lui, il était hors de question qu'il quitte la métropole, donc ça allait comme pas. Bref, elle revient, elle recommence à enseigner et dans sa classe, il y a 2 jumeaux Kanak qui sont les peuples autochtones de la Nouvelle-Calédonie. Ils se ressemblent terriblement et ils l'intriguent beaucoup. Ce sont des bons élèves. Et à un moment du récit, ils vont disparaître et elle va partir les chercher et elle va découvrir son histoire à elle. Ok, c'est ça. Sauf que moi, la construction, ça l'a pas fait. Ça a fait que je suis restée extérieure. Tass, elle ne connaît pas vraiment sa lignée. Elle vient d'une lignée arabe algérienne, je crois, qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie. On se rappelle que la Nouvelle-Calédonie, c'est une colonie française. Les Français ont débarqué, ils ont déclaré la terre comme leur appartenant et ils en ont fait un bagne pour ceux dont ils voulaient plus en France. Puis on apprend que dans ce bagne-là, les conditions étaient pas cool. Une fois que tu partais là, t'étais pas mal pogné. Moi, ce que j'ai senti, c'était que l'autrice voulait nous faire connaître l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Elle voulait qu'on comprenne vraiment ce qui s'était passé, ce qui a été fait aux peuples autochtones, ce qui a été fait aux gens qui sont débarqués là, et qu'on comprenne les enjeux du colonialisme sur le fameux Caillou. On est également avec un groupe de jeunes adultes qui pratiquent l'empathie violente. Dans le fond, ce sont des indépendantistes. Ils font toutes sortes de trucs et leur concept est quand même intéressant. Ils sont plusieurs, on va les croiser plusieurs fois dans le récit.
Au départ, on est davantage avec Tass, on la voit revenir en Nouvelle-Calédonie et essayer de se faire à sa nouvelle vie. On passe presque une année avec elle. Toute la première partie, on est vraiment dans un récit qui est plus linéaire avec des fois des petits bouts là, qui se passent dans le groupe indépendantiste. Mais à la fin, là, on dirait que l'autrice s'est dit « Ok, j'ai plein de choses à dire puis je les ai pas encore dit, fait qu'on va partir dans un truc un peu de réalisme magique, d'onirisme et on va tout expliquer ce qu'on voulait expliquer. » Et là, c'est là où je trouve que ça devient didactique, ça va très très vite. J'avais l'impression que les personnages et l'histoire qu'on nous racontait servaient à illustrer certains trucs de la cause et de la connaissance qu'on voulait nous transmettre. Tandis que moi, je préfère que ce soit le contraire, qu'on suive l'histoire et qu'on apprenne un peu par enseignement incident, mettons. Fait que ce n'est pas une façon qui me plaît à moi. Quand ça s'est terminé, je trouvais que ça allait beaucoup trop vite. Mais c'est super bien écrit, par contre. C'est super bien écrit. J'ai appris dans ça. Je ne savais pas grand-chose de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Si ça vous intéresse, si vous aimez les récits sur le colonialisme, go for it. Mais bon, moi, je suis quand même restée sur ma faim. Finalement, le dernier roman de cette sélection, ça s'appelle « Le Club des enfants perdus », c'est de Rebecca Liguieri. Et là, c'est un roman que j'ai aimé. J'ai apprécié tous mes moments de lecture. Mais j'arrive pour vous en parler puis vous expliquer pourquoi, là, puis j'ai de la misère. Dans ce roman-là, il y a deux voix, il y a un père et il y a sa fille Miranda. Au départ, on est avec le père. Le père s'appelle Armand Chastain. C'est un auteur très, très connu de théâtre. Il est marié avec Birke, qui est née en Allemagne, qui est également actrice, qui est très, très belle et qui est très connue. Donc, c'est un couple très, très glamour. Glamour et obnubilé par eux-mêmes. Et par l'image, ouais, on est là-dedans. Ce couple-là a eu une fille qui s'appelle Miranda. Miranda est à l'opposé de ce qu'ils sont. C'est une petite fille très banale. Une petite fille qui a peur de tout, une petite fille qui ne semble pas avoir de joie de vivre. Même enfant, elle n'a pas cette naïveté de l'enfance, cet émerveillement de l'enfance, on dirait qu'elle l'a pas. En la regardant, là, on avait l'impression que toute la gossait. Miranda va grandir, elle va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Swan, oui je sais. Il fait également du théâtre, son père le trouve épais et insignifiant, mais bon, au moins elle parle à quelqu'un, elle a un copain. Il est comme content, mais il l'aime pas quand même. On sent rapidement qu'il aime sa fille, il adore sa fille, mais qu'il ne la comprend pas. Il essaye, mais ça fonctionne pas parce que lui, il est trop dans son monde à lui. Et toute cette partie-là, Miranda, elle semble pas tellement intéressante. Et là, elle va prendre la parole. Et là, on va aller ailleurs. Et on a un changement de ton. Elle est mi-vingtaine. Je pense qu'on va la suivre de ses 24 à ses 27 ans, quelque chose comme ça. Elle a déjà fait une grosse dépression. Elle a un mal-être qui est profond. On va comprendre pourquoi, je vous dirai pas pourquoi. Mais disons qu'il faut s'attendre à tout, puis il faut garder l'esprit ouvert. Ça peut aller n'importe où, je vous dis. Quand on tombe dans le récit de Miranda, le père qui se dit le meilleur acteur de sa génération, il n'a rien vu comparativement à sa fille. L'image qu'elle projette puis ce qu'elle est, ce sont deux choses totalement différentes. Elle en est consciente, elle a un regard assez lucide sur ses parents, elle ne peut rien y faire, elle a un vrai mal de vivre, un vrai mal-être. Elle sait que son père l'aime, elle sait qu'il n'est pas capable de la comprendre, qu'il reste extérieur, et peu importe ce qui se passe dans ce roman-là, je trouve que c'est une très belle métaphore par rapport à un trouble de santé mentale. Quelqu'un qui est externe, il peut pas comprendre, il peut pas. On s'entend dans cette partie-là, c'est beaucoup plus cru, c'est parfois vulgaire, mais ça m'a pas dérangé. Alors que ça aurait pu, mais non. Moi, tous les personnages m'ont touchée, autant le père qui essaye, mais ça fonctionne pas, autant la jeune fille qui cherche à comprendre ses parents, qui cherche à tisser un lien avec eux, qui va à la recherche de leur histoire. On est dans le théâtre, on est dans la psychologie, et surtout on rencontre une jeunesse qui se trouve face à quelque chose qui les dépasse. On est dans un climat d'éco-anxiété, c'est souvent violent, ils ont l'impression que rien ne les attend. Bref, ça permet d'explorer le mal de vivre de toute une génération, ou du moins d'une partie de génération. J'ai aimé ça, mais j'ai de la difficulté à vous le vendre. J'ai vraiment de la misère. Ça m'a plu, je sais pas pourquoi. Ça va bien hein, pour une chroniqueuse littéraire. Tout va bien. Alors voilà, je vous ai parlé de tous les romans que j'ai lus de la rentrée littéraire. Il y en a 2 qui sont en cours de lecture, mais je devrais les finir en octobre et je vais vous en parler dans mon bilan d'octobre. À moins que j'en lise encore plusieurs autres puis que je refasse une 3e partie. Peut-être, ça se peut. Des fois, j'arrive pas à me suivre moi-même.
Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez, ah oui, ces boucles d'oreilles-là ont été faites à partir de pierres volcaniques, donc un petit emoji volcan, ça me ferait plaisir. Mais encore mieux, si vous avez lu certains de ces romans-là, si vous souhaitez en lire ou pas, bref, parlez-moi, est-ce qu'il y en a un qui vous a tenté, est-ce qu'il y en a un qui vous tente pas du tout après mes chroniques, bref, dites-moi tout. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la faire voyager également, ou soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine!